Bienvenue sur Le Facteur de Croissance, le podcast pour les entrepreneurs qui souhaitent accroître ou maintenir la croissance de leur entreprise. Dans cette deuxième saison, nous vous aidons à démystifier les secrets de la trésorerie et du fonds de roulement. Nous approfondissons divers sujets liés à la croissance des entreprises et les opportunités qui se présentent. Des stratégies aux conseils pratiques, vous trouverez ici les facteurs de croissance qui permettront à votre entreprise de passer à la vitesse supérieure. Je m'appelle Doreen Leyers et cet épisode, on parlera d'assurance crédit avec Lionel Lichtman. Mais Lionel, comme toujours, on aura des invités. Par contre, cette fois-ci, ils nous rejoindront un par un dans quelques instants. Donc, premièrement, Lionel, c'est entre nous et je vais vous demander de vous présenter. Alors, je suis Sales et Relationship Manager Brokerage Credit Insurance francophone. Je m'occupe de tout ce qui touche à la question de l'assurance crédit pour la partie francophone de la Belgique et pour le Luxembourg. Je suis chez BNP Factor depuis maintenant presque 8 ans, dans un département qui est moins connu que le département qui génère le business principal du factoring, qui est le préfinancement des factures et le suivi et la relance des factures. Nous, on va plutôt s'occuper de tout ce qui concerne la couverture des débiteurs, ou en d'autres mots, comment est-ce qu'on peut aider les clients à se couvrir ou à éviter le risque de non-paiement ou de faillite de leurs débiteurs. Voilà, Enter assurance crédit. Exactement. Mais c'est quoi exactement ? Alors, c'est quoi exactement une assurance crédit ? C'est déjà un concept qui est beaucoup plus large qu'une assurance classique. Quand je parle d'assurance classique, je vais parler d'une assurance où je paye une prime et quand j'ai un sinistre, l'assureur va m'indemniser. Non, ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus complet. Quand on souscrit à une assurance crédit, en fait, on souscrit à 3 services. Le premier service, c'est le service d'information. Information que l'assureur crédit va partager avec ses assurés pour, régler et éviter plutôt pour connaître les informations financières sur la qualité et sur la solvabilité des débiteurs. Ça, c'est la première chose. C'est le rôle préventif qu'un assureur crédit va jouer pour ses clients. Et ça, il va le jouer grâce aux informations qu'il va partager avec ses clients assurés. Le deuxième volet, lorsqu'on souscrit à une assurance crédit, c'est tout ce qui concerne le recouvrement. L'assureur crédit, c'est un spécialiste en recouvrement et donc il va aider ses clients à récupérer les créances qui sont impayées. Et puis troisièmement, il y a la partie indemnisation. Et là, on est dans la partie purement assurance où les montants qui ne sont pas récupérés, ils vont être indemnisés par l'assureur à ses assurés. Oui, ok, donc c'est clair. Alors, peut-être aussi une toute petite introduction concernant le rôle de courtier, parce que ça, c'est votre rôle. Hein ? Oui, effectivement. Alors, le rôle de courtier, il faut savoir que le rôle de BNP Factor sur le marché de l'assurance crédit, il a évolué au fil des années, parce qu'au départ, on était agent d'un assureur. Okay. Et donc, ça veut dire qu'on ne pouvait proposer que finalement un seul assureur crédit aux clients qui nous interrogeaient, et qu'il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas, on a décidé de changer un petit peu la position sur le marché de ce département pour devenir courtier et pour pouvoir proposer un panel plus large d'assurance crédit aux clients qui sont intéressés, plutôt que juste être agent et proposer une seule assurance. Alors, notre rôle plus spécifique de courtier sur le marché, c'est vraiment d'accompagner et de conseiller les clients dans leur relation avec les assureurs. Et en pratique, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire plusieurs choses. On va faire des études de marché dans le cadre de négociations de police d'assurance crédit. Donc, on va interroger les assureurs, partenaires avec lesquels on travaille pour leur demander des offres de prix, pour leur demander des couvertures. Et on va compiler toutes ces informations dans un document qu'on va présenter aux clients de manière neutre et indépendante. On va le conseiller vers l'un ou l'autre offre en fonction de ses besoins spécifiques. On va aussi intervenir dans la gestion quotidienne de la police, plutôt pour des problèmes liés à des demandes de limites de crédit ou à des introductions de sinistres, parce que les assurés ne sont pas toujours au courant ou oublient parfois comment est-ce que ça se passe. Et puis, dernièrement, on va aussi intervenir dans le cadre de renégociation des polices en faisant des nouvelles études de marché pour les clients. Et là, on veut s'assurer que les conditions que le client a sont toujours conformes au marché. Et si ce n'est pas le cas, alors renégocier avec les assureurs crédits les conditions de son contrat. Waouh, c'est beaucoup, hein ?
C'est un job à plein temps, uniquement concentré. Et donc, on est spécialisé effectivement dans cette matière-là. Mais aujourd'hui, on va parler donc des assurances crédit. Et que mieux que parler avec 4 experts. Effectivement, tout à fait. Donc, on a la chance aujourd'hui de pouvoir recevoir les 4 assureurs traditionnels qui sont représentés par vraiment 4 experts en la matière. Ils ont tous de nombreuses années d'expérience dans le domaine. Donc, par ordre de passage, on va accueillir Coface, Atradus, Allianz Trade et Credendo. Oui. Les 4 assureurs classiques. Les 4 assureurs classiques, effectivement. Au topic Exactement. d'assurance crédit. Et je propose en effet d'immédiatement inviter à la première, et c'est Sophie Kozemans de chez Coface. Alors bonjour Sophie. Bonjour. Premièrement, peut-être, qu'est-ce que vous faites exactement chez Coface ? Donc, je travaille depuis 15 ans chez Coface et maintenant, je suis responsable de l'équipe Account Management et aussi pour le broker sales. Super. Alors, merci d'être venu. Et on voulait parler avec vous un peu de l'assurance crédit dans sa globalité. Alors, pourrais-tu nous parler en effet de ça, mais aussi de l'évolution du marché ces dernières années, parce que ça, c'est quand même une évolution remarquable. Oui, c'est ça. Donc, je vais commencer avec les chiffres 2023. Donc, en 2023, on voit qu'on a presque 6500 assurés en Belgique qui ont un chiffre d'affaires global de 127 milliards. Si on compare ce chiffre d'affaires avec le produit national brut de la Belgique, qui est de environ 550 milliards, on a un taux de pénétration de 23%. Si on fait l'évolution, ces dernières 5 années, on voit en 2019, le chiffre d'affaires, on était plutôt à 82 milliards. Donc, on a eu une forte augmentation à partir de 2021 et chaque année avec entre 12 et 16%. OK. Au niveau du nombre d'assurés, qui est quand même aussi assez important, le nombre d'assurés, là, on voit que c'est beaucoup plus stable. On a uniquement eu une augmentation de 10% en 2022. Donc, on a toujours resté autour de ces 6 000 et maintenant 6 500 assurés. Au niveau du chiffre d'affaires moyen par assuré, là, on était à presque 14 millions en 2019 et maintenant, on est à 20 millions en 2023. Pour 2024, donc, comme j'ai dit, jusqu'à présent, on voit quand même une augmentation des chiffres d'affaires. En 2024, on voit que le chiffre d'affaires commence à se stabiliser, voire parfois une petite diminution. Donc, en conclusion, on peut dire le chiffre d'affaires a augmenté ces dernières années et le nombre d'assurés est resté assez stable. Et avez-vous aussi des chiffres au niveau de faillissement ? Bien sûr. Étant assureur crédit, c'est un chiffre très important pour nous. Donc, avant 2019, on était toujours à plus ou moins 10 000 faillites par an en Belgique. Là, avec le Covid, on a vu en 2020 que le nombre de faillites a fortement descendu de 30%. Donc là, on était encore à 7 200 plus ou moins par an. En 2021, ça a de nouveau diminué jusqu'à 6 500. Malheureusement, maintenant, en 2023, on avait de nouveau dépassé le cap de 10 000 faillites par an. Et cette augmentation continue pendant les 3 premiers mois en 2024. On s'attendrait de plus de faillites juste pendant ou juste après le Covid, et pas maintenant, mais c'est parce que l'effet est un peu plus lentement, je dirais. Oui. Comment vous expliquez ça? Pardon, parce que c'est une question extra, mais comment on explique que ça a diminué autour de Covid? Oui, évidemment, c'est surtout lié avec les mesures gouvernementales. Oui. Donc, on a le moratorium fiscal qui a été mis. On a on a le gel des procédures de faillite. Oui. Et on a aussi des mesures de soutien par le gouvernement après la crise de l'énergie. Et c'est donc que maintenant, quand tout ça disparaît, qu'on voit vraiment qui survit. Exact. Oui.
Et c'est assez intéressant parce que quand on revient au début du lockdown en février 2020, les premières estimations du nombre de faillites, on s'attendait en 2020 à avoir 50 000 faillites. Oui. Donc ça veut dire 5 fois plus qu'une année normale, où on tourne autour des 10 000. Et finalement, grâce à tout ce qui a été mis en place, toutes les aides du gouvernement, tous les moratoires sur les faillites, finalement, ça a permis d'éviter l'explosion, le tsunami de faillite auquel on s'attendait, qui aurait été catastrophique pour les assureurs crédits aussi. Oui, c'est ça. Ce qu'on voit évidemment maintenant, c'est aussi, on a les faillites structurelles qu'on avait déjà avant la crise Covid. Et maintenant, on ajoute à ça aussi les faillites des sociétés fragiles après les crises qu'on a eues. Oui, parce qu'on parle du Covid, mais bien évidemment, on parle de la crise énergétique qui a suivi aussi avec la guerre en Ukraine. Donc, il y a différents éléments qui ont fait que des sociétés ont subi plusieurs crises l'une après l'autre et qui ont des grandes difficultés et qui, aujourd'hui, n'ont plus d'autre choix que de passer en faillite. Oui, c'est ça. Oui. Et qui sont alors les principaux acteurs du marché, Sophie? Bon, on a deux groupes différents. On a les assureurs traditionnels, comme Atradius, Allianz Trade, Coface, Credendo. Chacun a sa propre identité, mais chaque assureur peut aussi proposer une solution pour les créances non garanties, comme l'information, comme le recouvrement, à chaque fois sans assurance crédit. Donc ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, ce sont surtout des assureurs niches, je vais dire, qui offrent des produits spéciaux. C'est-à-dire, ils peuvent proposer des limites non-cancelable. Donc là, l'assureur va fixer la limite pendant une période fixe. Ou aussi, il peut proposer des produits comme une franchise annuelle globale. Et comme ça, l'assuré est couvert que pour un risque catastrophique. Ok, je ne savais pas. Oui. C'est intéressant. Mais Lionel, en tant que courtier, est-ce que vous travaillez aussi avec tous les assureurs que Sophie vient de mentionner? Nous, on va travailler toujours d'office avec les assureurs traditionnels. Lorsque j'ai expliqué qu'on va faire une étude de marché pour un client dans le cadre de négociation de police, on va toujours interroger les assureurs traditionnels Coface, Atradius, Allianz Trade et Credendo. Et ensuite, en fonction des besoins spécifiques, on va pouvoir interroger aussi certains assureurs de niche avec lesquels on travaille. Et nous, principalement, je vais citer deux assureurs un peu de niche, qui est Nexus, qui va proposer, lui, des limites non annulables qui sont souhaitées par certains clients, ou bien Groupama, qui est un assureur crédit français, qui est plutôt spécialisé dans le secteur agroalimentaire et qui va pouvoir répondre aussi à certains besoins de sociétés dans ce secteur-là. Et Sophie, à qui s'adresse en fait l'assurance crédit? Enfin, je dirais, quel type de client? Oui, donc d'abord, on assure que le B2B. Ok. Donc uniquement les sociétés qui travaillent avec des autres sociétés. En général, on commence avec des sociétés qui ont un chiffre d'affaires de plus que 5 millions. Bien évidemment, il y a aussi des produits spécifiques pour les PME et pour les grandes sociétés et pour les multinationales. La plupart de nos assurés ont toujours au moins 10 débiteurs. Et l'élément clé, je pense, dans l'assurance crédit, on doit avoir de l'information sur les débiteurs. On doit pouvoir juger, donner un rôle préventif avec qui ils peuvent travailler et avec qui c'est peut-être mieux de ne pas travailler avec. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques secteurs où c'est probablement plus difficile d'avoir une assurance crédit parce qu'il nous manque de l'information. Et là, c'est comme le diamantaire, comme Horeca. Les pauvres diamantaires. Qui sont toujours... J'en connais, ils me disent ça. Oui, non, c'est parce qu'ils travaillent sur la confiance. Et donc, on n'a pas de chiffres. Et aussi, agriculture, c'est aussi parfois plus difficile parce qu'on n'a pas assez d'informations sur. Et il y a beaucoup de risques parce qu'on dépend du temps ou non? Ça, c'est une autre assurance, mais c'est surtout l'information. On doit pouvoir juger la qualité du débiteur. C'est surtout ça. Mais alors, quel secteur d'activité avez-vous? Enfin, surtout? Surtout, on parle des secteurs comme construction, des secteurs de services non financiers aux sociétés, c'est-à-dire intérim, consulting, recyclage.
on a le transport, la construction qui est très important, on a la chimie, le textile, métal. Je pense que ce sont les secteurs les plus importants. Et pourquoi prendre une assurance crédit? En fait, il y a plusieurs raisons. Pourquoi? Ça dépend un peu de l'assuré même. Soit il veut se couvrir contre les risques sectoriels, donc les faillites sectorielles. Soit il a juste eu un impayé assez important pour lui, donc il veut se couvrir pour ce risque. Oui. Soit il aimerait bien aller vers des marchés qu'il ne connaît pas ou des secteurs qu'il ne connaît pas très bien, des pays. Là, ils peuvent utiliser l'assureur crédit pour avoir leurs informations. Donc, ils ont accès à des expertises, à des experts qui sont là dans tout le monde pour donner de l'information. Mais aussi pour, par exemple, faciliter une proposition financière, bancaire, factoring, etc. Aussi pour sécuriser la trésorerie. Donc, il y a vraiment plusieurs raisons pourquoi quelqu'un peut prendre une assurance crédit. Très intéressant. OK, merci beaucoup, Sophie. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Et notre prochain invité est Frédéric De Voogd de chez Atradius. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Dorine. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites exactement chez Atradius? Qu'est-ce que je fais chez Atradius? Je suis country director chez Atradius. Je suis basé ensemble avec 235 collègues belges à Namur. Et donc, je m'occupe de l'assurance crédit et satisfaire nos clients et nos collègues, bien sûr. Alors, je voulais à vous demander comment fonctionne en pratique une assurance crédit. Une assurance crédit en pratique, c'est plus facile qu'on pourrait penser à l'assurance crédit. C'est en fait une solution conçue pour protéger des entreprises contre le non-paiement de leurs créances commerciales. Et donc, voilà, c'est une solution d'assurance crédit qui a un rôle préventif et un rôle curatif. Le rôle préventif, c'est en fait, on fait une analyse des clients de notre client, donc une analyse de solvabilité et une analyse de savoir quel est le risque de travailler avec cet acheteur. Et ce risque, l'assureur crédit analyse et suit aussi l'analyse et l'évolution de cette société, parce qu'une société pourrait être bonne aujourd'hui et mauvaise demain. Donc ça, c'est le rôle préventif. Il y a aussi un rôle curatif dans l'assurance crédit. Le rôle curatif consiste d'abord le recouvrement si un client n'a pas payé ses dettes. Et donc, à ce moment-là, on essaie de récupérer l'argent. Donc, récupération. Et si jamais on n'arrive pas à récupérer l'argent, il y a le mot assurance dans le mot assurance crédit. Et assurance, ça veut dire l'assureur indemnise, donne une assurance, donne une indemnisation qui compense le non-paiement de la facture non payée. Et très pratiquement, comment demander une couverture? Comment demander une couverture? C'est simple, c'est online. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est identifier l'identité exacte de client. Hein, et ça pourrait être le numéro TV en Belgique, le KVK en Hollande, le Sérène en France. Et donc, sur base de cette entité, on peut faire une demande online. Et en fait, le montant qu'on demande, c'est le montant maximum qui est ouvert dans la comptabilité sur ce client. Mais est-ce que je dois demander une couverture pour chacun de mes clients? Non, pas nécessairement. Okay. Pas nécessairement. Donc, les assurés bénéficient de facilités de leur permettant une auto-évaluation de clients et sans même interroger l'assureur. Okay. Donc, ils ont le choix entre demander des clients, surtout pour les gros montants. Si c'est pour des petits montants, ils ont un système de non dénommé, autre arbitré. OK. Et une fois assuré, alors que dois-je faire dans le cas d'un impayé? Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce cas? Dès qu'une assurance de crédit est en place, tous nos assurés bénéficient d'une protection contre les impayés. Et donc, si jamais il y a un impayé, ça veut dire un de leurs acheteurs n'a pas
payer. Mais ça, c'est déjà après un certain moment, bien sûr. On attend une certaine période de quelques mois ou est-ce que c'est assez vite que vous interveniez? Oui. Donc, en fait, c'est là le choix de nos clients, Ok. de notre client, notre assuré, qui a le choix d'introduire son dossier pour recouvrement dès Voilà. qu'il veut. Maintenant, il y a certainement des délais, des délais dans lesquels il faut introduire un dossier. Mais on laisse le choix à notre assuré de voir commercialement à quel moment il faut introduire un sinistre potentiel. Ah oui, oui. C'est quand même toujours un peu une communication aussi avec celui qui ne paye pas, de dire, écoute... Oui, disons qu'il y a une intervention de la part d'une partie tierce qui est un assureur crédit. Oui. Et effectivement, ça a des conséquences. L'objectif, c'est pas aujourd'hui de rentrer dans les conséquences que peut avoir une introduction de sinistre sur une société. Oui. Mais c'est assez lourd. Et donc, forcément, il faut éviter au maximum. Et c'est clair que souvent, une introduction de sinistre d'un de mes clients, si je suis assuré, va avoir comme conséquence l'arrêt aussi de la relation commerciale. Parce que mon client ne va pas être content. Mais d'un autre côté, il a eu ses délais de paiement. Il a eu un certain délai pendant lequel j'ai essayé de l'appeler ou je lui ai envoyé sans doute, oui, bien des sûr. mails ou des rappels ou peut-être ça, une lettre recommandée. 1. Voilà, effectivement. Et cette période-là peut durer 2-3 mois en fonction des lignes du temps. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on va introduire. Donc, si on compte 30 à 60 jours de délai de paiement, plus encore 60 à 90 jours de durée de recouvrement interne avant d'introduire, il y a parfois 4 à 5 mois qui sont passés. Et donc, c'est normal aussi qu'à un moment, cette introduction se fasse, même si, par après, la relation commerciale risque de se terminer avec ce client-là. Donc, effectivement, dès qu'un dossier est introduit chez un assureur, à ce moment-là, notre processus de recouvrement commence. Et qu'est-ce que ça veut dire, notre processus de recouvrement? Ça veut dire qu'on essaye de récupérer l'argent, d'abord par des moyens, tous les moyens amiables. On essaye de faire des rappels, des relances, des négociations pour... Des plans de paiement. Des plans de paiement pour effectivement récupérer l'argent le plus correct possible et le plus vite possible, et en gardant les relations commerciales avec le client avec l'acheteur qui a eu du mal à payer à un certain moment. Maintenant, si tous les moyens amiables n'aboutissent pas, à ce moment-là, on rentre dans une autre phase, une phase plus dure. C'est une phase qui est via des procédures judiciaires. Et à ce moment-là, mené par vous, alors, à ce moment-là. Mené par nous, bien sûr, ensemble avec notre assuré. Oui, mais géré par vous. Géré par nous, ensemble, bien sûr, aussi, si c'est des procédures judiciaires, à ce moment-là, il y a des tribunaux qui rentrent. Oui, et il y a des frais aussi inhérents à ces procédures-là. Et donc, forcément, l'assuré doit être OK pour payer ces frais-là aussi. Oui. Je pense que là, on est dans des cas aussi un peu plus extrêmes où les montants aussi qui sont en jeu sont beaucoup plus importants et que pour des petits sinistres, on ne va jamais aller en justice parce que les frais inhérents à une action en justice vont être plus élevés que le montant qu'on serait susceptible de récupérer. Est-ce qu'à part de ça, il y a encore des autres avantages, des assurances crédit? Peut-être une question, je ne sais pas, pour Lionel ou pour... Effectivement, on peut se compléter, bien sûr. Donc, il y a plusieurs avantages parce qu'en fait, une assurance crédit, c'est une sorte de parachute de trésorerie d'un côté, parce que, comme on dit, si on ne récupère pas l'argent, finalement, c'est l'assureur qui sort le chéquier pour payer le montant à la place de l'acheteur. Donc, les avantages d'une police d'assurance crédit sont multiples. D'abord, c'est pour dormir sur ses deux oreilles, on peut dire ça. Et effectivement, pourquoi? Parce que d'un côté, on est sûr qu'on sera payé si l'acheteur n'arrive pas à payer. L'assurance crédit aide aussi pour des sociétés qui travaillent en Belgique, mais aussi à l'export. À l'export, c'est plus compliqué de connaître la solvabilité d'un acheteur. Au moment de récupération, c'est aussi bien qu'un assureur a des personnes sur place qui connaissent les pratiques de recouvrement
qui connaissent la langue, bien sûr, qui connaissent la juridiction. Oui. Donc, c'est très important. Ça peut être très différent. Hein. Ouais. Et pour ça, les gros assureurs de crédit ont des antennes partout dans le monde, dans les pays principaux, pour bien gérer l'analyse de crédit, donc le rôle préventif, et l'autre côté pour le rôle curatif. L'assurance crédit est aussi très intéressant lors d'une rentrée dans un nouveau pays. Qu'on veut rentrer dans un pays on en parle exporter. dans un autre épisode d'ailleurs, de l'expansion internationale. Oui. Donc là, vous dites que c'est aussi un élément important. Exactement. Okay. Donc, et pour les relations, pour étendre son réseau commercial, l'assurance crédit est un rôle crucial. Merci. Lionel, pour clôturer avec Frédéric, peut-être encore une question. Est-ce que vous trouvez que gérer une police est facile? Oui, c'est effectivement assez facile et Frédéric l'a brièvement expliqué aussi. C'est qu'en fait, tous les assureurs crédit, ils ont à disposition de leur assurer un outil en ligne. Donc, c'est une plateforme dans laquelle automatisé tout est automatisé et on va pouvoir faire énormément de choses, ou en tout cas les choses principales qu'on a besoin de faire quand on a une assurance crédit, c'est demander une limite de crédit. Et effectivement, il suffit très simplement d'avoir le numéro d'identification nationale, que ce soit TVA, KVK, Sirène en fonction du pays où se trouve le débiteur, et de déterminer le montant qu'on a besoin de couvrir pour faire la demande. C'est un peu pareil si on doit introduire un sinistre. On identifie d'abord sur la plateforme la société et puis on introduit les factures qui sont impayées. Et puis, dernière chose qu'on fait en règle générale avec la plateforme, c'est, et on en parlera juste après, c'est introduire le chiffre d'affaires assurable pour payer sa prime. Et finalement, tout ça se fait en ligne, donc c'est excessivement simple, effectivement. Frédéric, une dernière question pour vous. Il y a un minimum de montant de la facture? Je veux dire, la facture doit avoir un montant minimum avant que vous interveniez? Ça dépend un peu. Donc, il faut savoir que le produit de l'assurance crédit, c'est pour destination pour toutes les sociétés qui traitent à crédit. Et donc, nos assurés vont de petites PME jusqu'aux multinationales. Et bien sûr, ces petites PME et ces multinationales livrent aussi à des petites PME, mais aussi à des multinationales. Et donc, si un petit PME livre à une autre petite PME, les montants sont d'office plus petits si un multinational livre pour des millions. Bien sûr. Donc voilà. Mais il n'y a pas de minimum, en fait. Dans notre produit, il n'y a pas trop de minimum. Il y a un petit seuil d'intervention de 500 euros. Et en dessous de 500 euros, ce n'est plus rentable d'aller démarrer des procédures de récupération. Et donc, forcément, Mais pour la plupart des assurés, en fait, c'est un seuil qui ne pose pas de problème, finalement, parce qu'ils sont en mesure d'absorber aussi des pertes à hauteur de 500 euros. Mais une fois qu'on est dans des montants plus importants, là, ils sont intéressés, bien évidemment, que l'assureur intervienne pour essayer de récupérer. Mais on ne doit pas être un grand entrepreneur. On peut être un petit PME, en effet, avec des montants. Donc, comme je dis, si on livre à crédit, on court un risque de non-paiement. Et pour ça, nous avons des solutions pour des sociétés avec un chiffre d'affaires annuel de 100 000 euros jusqu'aux des millions, des milliards. Sans limite. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette conversation. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et comme promis, Lionel, on va parler avec chaque assureur traditionnel et on est rejoint par Yannick Vermetten d'Alliance Trade. Yannick, bonjour. Merci Dorine. Je vais vous demander premièrement de dire qu'est-ce que vous faites exactement chez Alliance Trade. Alors, je suis Yannick Vermetten, je suis responsable pour les affaires commerciales en Belgique et Luxembourg. Donc, c'est gérer notre portefeuille existant et développer des nouvelles affaires. Très bien. Et quel type de risque, en fait, assurez-vous? Alors, comme assureur crédit, on assure les risques de non-paiement. On assure nos entreprises contre les faillites. Et optionnellement, on peut aussi assurer les risques politiques ou les risques de fraude. Ok, quand même. Et certains disent que les assureurs n'assurent que les bons risques, mais donc ce n'est pas le cas.
Alors donc, il y a deux approches. On peut assurer un portefeuille de clients complet ou on peut assurer des clients ou des projets individuels. Assurer que des bons projets, oui, ça ne fonctionne pas. Parce que finalement, on paye aussi des indemnisations. Donc, c'est quand même important aussi de prendre une certaine forme de risque. Et on a aussi constaté que 98% de nos clients restent assurés chez nous. Donc, quand même, on prend du risque. Oui. OK. Comment est-ce qu'en fait un assureur calcule la prime d'une assurance? Parce que ça dépend probablement de la grandeur de l'entreprise ou peut-être aussi des risques du secteur, je ne sais pas. Alors, le prime d'une assurance crédit, c'est basé sur un taux qui s'applique sur les chiffres d'affaires assurables. Donc, les chiffres d'affaires assurables, ce sont les chiffres d'affaires réalisés avec des entreprises B2B qui accordent du lead paiement. Et le niveau du taux, ça dépend du niveau de chiffre d'affaires, mais aussi le secteur, comme vous dites, et la sinistralité du passé, donc les faillites qu'on a eues dans le passé. Ah, quand même. Ouais. Oui. Donc, l'historique... Très important. Comme chaque assurance, en fait. Exactement. Hein. L'historique... Oui, effectivement. Et on va essayer d'estimer quel est notre appetite sur ce portefeuille. Et basé sur ça, on définit une prime. Et évidemment, le risque du pays est aussi très important. Hein. Est-ce qu'on fait des affaires en Belgique ou est-ce que c'est plutôt l'Afrique? Oui, ça fait une grande différence en termes du prime et du risque. Oui, absolument. Quels sont alors les autres frais que l'on retrouve dans une assurance crédit? Alors, d'abord, on a effectivement le prime pour couvrir les coûts d'assurance, mais une assurance crédit, c'est plus qu'une assurance. Hein. Il y a aussi un rôle préventif et donc faire des analyses et les évaluations des débiteurs. Et là, on demande un frais d'étude, un frais du monitoring, pour vraiment surveiller tous les débiteurs. Et deuxièmement, au moment qu'un client ne paye pas, on fait des recouvrements. Ce sont des recouvrements partout dans le monde. Donc, on a du recouvrement des frais pour le recouvrement à l'amiable, mais aussi les frais judiciaires. Donc, d'un côté, on a les frais des études pour les limites, et d'autre côté, on a les frais de recouvrement. Mais, vu que c'est une assurance, on va aussi assurer ces frais de recouvrement, et ça, c'est très important pour nos clients aussi. Oui. Est-ce que c'est difficile, Lionel, de convaincre les clients que c'est pas toujours cher? Parce que c'est un peu l'image. Hein. Une assurance crédit coûte cher. Une assurance, de manière globale, coûte cher pour le plus grand public. Et ici, quand on regarde un petit peu l'évolution des prix, ou des taux de primes plutôt que des prix ces dernières années, eh bien, on constate malgré tout ce qui a pu se passer. Donc, quand on parle du Covid, et on en a déjà parlé plus tôt dans le podcast, avec l'incertitude que ça a amené sur le marché, quand on parle de la crise énergétique, qui a aussi amené énormément d'incertitudes, on pourrait penser que les prix d'assurance crédit ces dernières années ont augmenté et même augmenté fortement. Et quand on regarde la tendance des taux de primes, eh bien, on voit que c'est finalement le contraire. Il y a certes eu une petite augmentation des taux de primes au tout début du Covid. Donc, on revient là, février 2020, du lockdown en Belgique et dans d'autres pays, où on a vu que les assureurs, quand il y avait des renouvellements de police à faire, bien, les renouvellements se faisaient avec un taux légèrement plus élevé et que dans les nouvelles offres, eh bien, les prix étaient un petit peu plus élevés. Mais c'est logique parce que le coût du risque à ce moment-là était plus élevé, lié à l'incertitude. Et finalement, ça s'est très vite apaisé et très vite, on a stabilisé les prix. Et puis, depuis, on a constaté que les prix sont de nouveau à la baisse. Alors, ils sont déjà très bas, mais ils continuent à baisser. Et donc, forcément, pour quelqu'un qui est intéressé à prendre une assurance crédit, aujourd'hui, il a tout intérêt à le faire maintenant, et pas au moment où il va avoir une faillite, parce qu'à ce moment-là, comme l'a dit Yannick, la sinistralité va être prise en compte dans le calcul de son taux de prime, et donc il va payer plus cher. Mais effectivement, il y a quand même un coût important lié à une assurance crédit, mais ce qu'on constate, c'est le coût de ne pas assurer, c'est encore plus grand. Parce que, imaginons s'il y a un client avec une facture impayée de 50 000 euros et une marge de 10%. Alors, à ce moment, on doit réaliser 500 000 euros de chiffre d'affaires pour compenser ce seul perte. Ou on doit trouver quelque part 50 000 euros pour compenser les pertes. Donc alors, avec une assurance crédit, on limite la perte jusqu'à 5 000 euros. Et donc comme ça, le coût est relatif
hein. Et donc, on essaie toujours de mettre le point aussi chez les clients, OK, quelle est l'importance, mais surtout, quel est l'impact d'un impayé? Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, et on a déjà mentionné le Covid, la crise énergie, mais aujourd'hui, les réserves des entreprises, 1 sur 3 entreprises n'a plus assez de réserves pour absorber certaines pertes. Donc, à ce moment, une assurance crédit, c'est une très bonne alternative parce que du départ, on sait quel est le coût, quel est l'investissement et on constate que la plupart des entreprises préfèrent d'avoir la tranquillité et la protection de son cash, de son croissance, au lieu d'avoir l'incertitude d'une faillite potentielle. Et quelle est votre expérience avec une société qui prend une assurance crédit? Je ne sais pas, c'est annuel qu'on doit... Oui, donc en général, ce sont des contrats de 2 ans ou 3 ans. Oui. Et chaque année, on revoit aussi les conditions. Et on constate aussi qu'il y a, dès qu'on commence avec un contrat, on continue aussi avec le contrat. Parce qu'on crée une certaine forme d'un net qui protège les entreprises vers l'incertitude. Et effectivement, 98% des entreprises qui décident de s'assurer continuent avec l'assurance. Parce que il n'y a personne qui veut être la personne qui prend la décision, je vais arrêter ma certitude et l'année après, comme ça on verra, OK, peut-être j'ai une faillite. Oui. Et donc ça, c'est vraiment important aussi dans l'assurance crédit. Ensemble avec notre courtier, c'est vraiment un partenariat de long terme où on va essayer comment est-ce qu'on peut supporter la croissance et sécuriser les liquidités pour nos entreprises. OK, merci. Peut-être dernière question, comment vous voyez la collaboration avec la banque? Donc, parfois, on reçoit la demande factoring, assurance crédit, quelle est vraiment la différence? Donc, nous, on assure les risques et notre collègue du banque, il fait le financement. Donc, c'est parfaitement complémentaire. Oui. Les entreprises qui cherchent du cash, ils demandent leur banque pour financer toutes ces factures. Mais du même temps, il aussi veut transférer les risques vers une autre partie. Et cette autre partie, c'est nous. Voilà, donc une collaboration de long terme. Tout à fait, Lionel. exactement. Ouais, et qui se passe très bien. Je suis contente que tu aies invité tout le monde et on a encore un invité qui vient juste après. Mais merci beaucoup, Yannick. Très grand merci, avec plaisir. Et entre-temps, on est rejoint par Michel Huskens de chez Credendo. Michel, bienvenue. Merci, bonjour. Et qu'est-ce que vous faites exactement au sein de Credendo? Eh bien, chez Credendo, je suis account manager. Et donc, je suis en contact avec les entreprises et je les conseille dans l'achat de l'assurance crédit. Et je gère aussi le portefeuille sur le long terme, donc les renouvellements, les extensions, donc la vie d'une police d'assurance crédit d'un point de vue commercial. En fait. OK. On va un peu parler d'exportation quand on parle d'assurance crédit. Alors, quels sont les risques spécifiques liés à la grande exportation? Alors, évidemment, ils sont nombreux, mais quand on parle de grande exportation, on évoque notamment les risques politiques, donc les risques pays. Oui. Les risques, ici, c'est pas le sujet, mais les risques liés au transport, par exemple, aussi. Mais les risques politiques, ce sont les risques pays. Donc, il est clair qu'une entreprise qui décide d'exporter vers des pays exotiques peut être confrontée, par exemple, à des faits politiques tels que des coups d'État. Mais ce qu'on remarque chez Credendo, c'est qu'en fait, le risque principal auquel nos assurés sont confrontés au grand export, c'est le risque de pénurie de devises au niveau des États. Donc, il se peut, par exemple, qu'une entreprise vend, son débiteur est tout à fait solvable, elle le paye en monnaie locale, mais au niveau de la banque centrale du pays, il n'y a plus de devises, il n'y a plus de dollars ou plus d'euros, et donc ça suscite un non-paiement, ça génère un non-paiement. Et donc ça, c'est un type de risque qu'on couvre également dans nos polices d'assurance crédit, chez Credendo. All right, OK, ça je ne savais pas. Enfin, je ne l'avais jamais réalisé jusque maintenant, Michel. D'accord. Alors, comment voyez-vous l'évolution du marché à l'exportation pour les sociétés belges et quelles sont les opportunités? Évidemment, pour l'instant, tout le monde est au courant que le monde est très instable. On a des pôles de tension, que ce soit au Moyen-Orient, donc avec le conflit entre Israël et le Hamas, ou que ce soit évidemment en Ukraine. Et donc, les risques sont hétérogènes, certains pays sont plus stables que d'autres, mais ce qu'on remarque, c'est quand même qu'il y a une légère reprise au niveau mondial par rapport à l'activité. On voit aussi qu'il y a une diminution de l'inflation, et donc ça peut générer un accès au crédit qui sera plus facile pour les entreprises dans les mois qui viennent, et donc ça permettra aussi de générer des opportunités à l'exportation.
j'ai envie de dire que, comme le dit très bien le slogan de Credendo, les risques sont aussi des opportunités pour les entreprises. Comme toujours. Et comment évaluez-vous le risque sur les pays exotiques? Vous en avez parlé déjà un tout petit peu, sachant que dans ces pays, bien sûr, il n'y a pas d'obligation de publier des bilans comme c'est le cas en Belgique, par exemple. Donc ça, c'est déjà impossible pour vous de faire votre investigation. Alors juste, il faut savoir que Credendo existe depuis les années 30, donc en 90 ans ou 90 ans d'expérience, on a accumulé un énorme bagage de savoir sur les entreprises à l'exportation. On a une base de données qui est très développée. Et donc, on peut s'appuyer sur cette base de données, sur l'expérience de nos assurés pour justement la partager avec de nouveaux clients. Donc ça, c'est important. Et on est aussi évidemment régulièrement en contact direct avec les débiteurs sur place qui connaissent Credendo en général de réputation et qui sont, de par ce biais, demandeurs en général d'accès au crédit. Et donc, ils ont plutôt intérêt à être transparents par rapport à leur situation financière et à communiquer facilement des informations qui restent bien entendu confidentielles et qu'on traite avec la plus grande confidentialité, mais qui permettent de donner du crédit commercial aux entreprises. Alors, ce risque politique dont tu parlais déjà, qu'est-ce que cela veut dire ? Le risque politique, quand on évoque ça, c'est effectivement le risque pays. Il y a toujours la notion de force majeure qui est présente. Donc, il s'agit d'un événement qui est étranger à la volonté des parties et contre lequel on peut pas faire grand-chose. Et donc, encore une fois, le risque principal, c'est le risque, par exemple, le fait du prince, donc une décision arbitraire dans le chef des autorités locales, mais ça peut aussi être, et principalement surtout, une pénurie de devises, par exemple, plus de dollars ou plus d'euros dans les caisses de l'État apportateur. Oui, comme au Liban ou... Par exemple, oui, tout à fait. Et ces situations changent. Donc, c'est très important que vous êtes... Oui. C'est quelque chose qui change tout le temps. Nous, au niveau commercial, on reçoit un digest tous les 3 mois à peu près de notre département des risques pays. Et ces analyses sont également consultables sur notre site web. Donc, j'invite les entreprises à consulter credendo.com pour justement se mettre au courant des dernières évolutions sur les différents pays. Mais alors, je suppose que les clients viennent aussi proactivement chez vous pour s'informer, comme vous êtes les experts. Je veux faire exportation vers là ou là. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je peux le simplifier comme ça? Bien entendu, on est là avant tout pour donner du conseil. C'est ça. Je rappelle quand même que notre actionnaire, c'est l'État belge, et que donc on est là avant tout au service des entreprises, et on ne demande pas mieux que de les aider dans leur démarche d'exportation. Vous avez la même expertise, expérience, je veux dire. C'est vrai qu'on a, par exemple, moins d'assurés dans notre portefeuille de chez Credendo, parce que les sociétés connaissent Credendo comme le spécialiste pour justement couvrir ces risques à l'exportation. Et donc, ils ne vont pas spécialement passer par un courtier. C'est pas qu'on n'en a pas, mais qui vont le savoir d'aller directement interroger Credendo pour justement couvrir ce risque-là, et n'estiment pas avoir besoin d'avoir un intermédiaire pour justement faire une étude de marché, parce que si on va faire une étude de marché, oui, ça peut toujours être intéressant de le faire, mais si on est sur des pays exotiques, on va vite se rendre compte que, par exemple, en termes de demande de limite de crédit, quand on va faire des tests de débiteurs dans le cadre de l'étude de marché, que c'est Credendo qui effectivement se positionne le mieux, parce que ils sont spécialisés et donc ils sont en mesure de prendre plus de risques sur ces pays-là ou sur ces débiteurs-là, avec leur expérience et avec l'expertise qu'ils ont sur ces pays ou sur ces débiteurs un petit peu exotiques. Et j'ai envie d'ajouter, souvent le besoin est double dans le chef de l'entreprise qui nous approche. C'est qu'il y a le besoin de financement, et là effectivement c'est BNP qui va pouvoir répondre à ce besoin-là. Et puis à côté de ça, il y a la couverture, et souvent d'ailleurs on propose de gager pour faciliter l'accès au financement justement des entreprises, on propose de transférer le bénéfice de la police aux financiers. C'est une demande qui est régulière, et ça nous permet de collaborer sur plein de dossiers avec Lionel. Très bien. Merci beaucoup. Merci Lionel. Merci. Et merci Michel. Merci. Et bien sûr aussi un grand merci à Sophie, Yannick et Frédéric. Et si vous êtes curieux de quels prochains sujets se sont abordés, alors suivez-nous sur Spotify. Voilà. Merci beaucoup. Merci messieurs. à vous.
Bonne journée. Merci. Bonne journée. Curieux de découvrir le prochain épisode, suivez-nous sur Spotify.